Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler du dernier show de Seedling, donc qui était le show du 22 septembre, pardon. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par quelqu'un qui fait ses débuts sur la chaîne, c'est Val. Salut à toi, Val. Salut. Bah écoute, déjà merci beaucoup à toi Pierre pour m'inviter et pouvoir parler un petit peu de Seedling, ouais, qui est une de mes promotions préférées. Donc ouais, je suis très content d'être là et de faire mes débuts sur la chaîne. Ah bah merci à toi Val, ça fait plaisir. Du coup le show moi personnellement il m'a hypé bien. Le show il y avait quand même pas mal de belles affiches. Surtout moi personnellement ce qui m'a hypé beaucoup, je vais pas te cacher, c'est le match de titre Beyond the Sea Tag. Hiroyo Matsumoto et Nanae Takahashi contre Asuka et Makoto. Ryo Mizunami contre Yu aussi, ça donnait envie, même si je suis pas forcément le plus grand fan de Ryo Mizunami. Et non ouais, bah personnellement ouais, c'était surtout les deux matchs de titre qui me donnaient envie et le tag juste avant avec Nakajima Fujimoto notamment. Je sais pas pour toi ce que ça donnait. Ouais, bah très clairement, c'était ces trois matchs-là qui étaient les plus attendus. Grosse hype pour le match pour les titres tag évidemment. Ouais, donc globalement, t'as bien résumé au niveau de ce qui était au niveau de ce qui était attendu, pardon. Le match pour le titre simple entre Mizunami et Yu était intéressant, était typiquement le genre de match auquel tu t'attends pas forcément parce que tu te dis que ça va être un match incroyable, mais parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à suivre dans la progression de Yu notamment et voir comment est-ce que Ryo s'en sort en tant que championne. Donc ouais, ce qui était bien au niveau des affiches, c'est que tu avais vraiment trois matchs différents avec des aspects. Ouais, on va dire qu'ils sont différents dans le sens par rapport au type d'attente que tu vas avoir, genre le match pour les titres tag, tu sais que ça va être un match incroyable. Le match pour le titre singulier, tu sais que le match va être intéressant parce que les deux catcheuses ont, on va dire, une sorte de marge de progression dans leurs domaines respectifs, et tu as le tag avec Arisa Nakajima, Tsukasa Fujimoto, Rina Yamashita et Anako Nakamori, où tu sais simplement que vu qui est dans le match, en fait tu sais que tu vas passer un bon moment. Donc dans tous les cas, ouais, t'avais trois headliners, on va dire, qui étaient très intéressants pour des raisons variées, donc c'était bien. Puis à côté de ça, mine de rien, l'undercard avec le match high speed, généralement c'est toujours du bon fun. Et puis le match entre Yumiko Ota, Riko Kawahata contre Ayame Sazamura et Riko Kaiju. Bon, bah, quand tu t'intéresses un petit peu à la progression des jeunes talents, c'est aussi un truc qui est sympa à suivre. Ouais, personnellement, oui, j'ai bien aimé tout ce qui était autour de Riko Kaiju qui a rejoint Las Fresas de Egoistas. J'ai bien aimé tout ça également du côté de Ayame Sasamura. Et par rapport au Ryo Mizunami Yu, ouais, je vais te rejoindre, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où c'est aussi, finalement, bah, tu t'attends pas à quelque chose d'incroyable dans le sens où c'est plutôt, je sais pas si tu vas me rejoindre, une défense de transition dans le règne de Mizunami. Mais franchement, par rapport au fait que Yu a réussi à pin Mizunami précédemment, tout ça, ça peut ajouter des choses et personnellement, j'étais bien intéressé par ça. Ouais. C'est un match qu'ils ont très bien réussi à construire dans le sens où quand tu reviens au show du 3 septembre, donc bah, là où il y a eu le premier match tag, on va dire, bah, c'était Arisa Nakajima et Yu contre Ryo Mizunami et Rina Yamashita, si je dis pas de bêtises. Ouais, très bon match, d'être aussi. Dans ce match-là, tu vois vraiment qu'il y a un effort pour mettre Yu en avant et pour vraiment essayer de l'élever au niveau de Mizunami, chose qui a très bien été faite durant ce match-là, et on aura l'occasion d'en reparler quand on reviendra un peu plus en détail sur le main event. Très clairement, le job globalement est assez bien fait pour ce qui est de l'élévation de Yu et également de Mizunami en tant que championne qui devient de plus en plus dominante et de plus en plus crédible dans ce rôle-là. Ouais, exactement, je suis assez d'accord avec toi pour ça. Du coup, on peut commencer par rapport au champ. Ouais. Ok, alors du coup en opener on avait le match high speed, c'était un freeway match avec Akari contre Tekla contre Itsuki Aoki. Le match a duré un peu plus de 5 minutes, victoire d'Itsuki Aoki. Personnellement j'ai trouvé que c'était un bon match, c'était bien fun, voilà. Je suis pas trop fan des matchs high speed d'habitude de Seedling. Là c'était pas Natsuki Tayo qui arbitrait, c'était un peu moins, on va dire overbooké. J'ai bien aimé aussi le fait que Akari et Tekla se mettent en équipe un peu, voilà, il y a eu quelques segments bien fun avec ça. Et Itsuki Aoki qui est à côté joue bien son rôle également, c'était voilà, dans l'ensemble un bon match, voilà, un match assez décent pour un opener, et du coup victoire d'Itsuki Ouais, tu t'attends pas forcément
avec ce genre de match high speed, d'autant plus quand tu as Natsuki Taiyo en arbitre, bien que là il était pas disponible, donc c'est Monsieur Barb Sasaki qui a pris la relève. Dans ce genre de match, tu vas que très rarement t'attendre à quelque chose qui soit on va dire de très très haut niveau, mais tu sais dans tous les cas que tu vas bien te marrer, tu vas passer un bon moment. Donc dans tous les cas, que ce soit quand tu arrives à adapter tes attentes et surtout que tu as un petit peu l'habitude de ce genre de match, tu peux généralement que passer un bon moment, quoi. Voilà, c'est 5 minutes en début de show qui sont généralement assez fun et qui te préparent bien au reste du show qui est un petit peu plus sérieux et qui amène on va dire à des événements qui ont un peu plus de conséquences sur la suite et tout. Là c'est juste on va dire c'est un petit peu l'apéro, ce genre de match. Ouais, exactement. Après, personnellement, là, je trouve que c'est exactement ce que le match high speed de seedling devrait être, parce que en fait, moi, ce qui me dérange beaucoup d'habitude dans les matchs high speed, c'est tout l'overbooking que t'as autour de Natsuki Taiyo. Tandis que là, avec c'est les gimmicks, ça. Oui, non, je sais, mais avec Barb Sasaki, je trouve que ça fonctionne mieux. Tu laisses plus de place aux catcheuses et tout. Enfin, je trouve que personnellement, ça rend mieux dans le ring et ça te permet de passer un meilleur moment, on va dire, tu vois. C'est vrai. Je te rejoins là-dessus. Autant moi je suis assez friand de tout ce qui se fait avec Natsuki, parce que tout simplement globalement je la trouve géniale. Mais ouais, t'as raison de souligner que le fait d'avoir Barb Sasaki à sa place, ça apporte autre chose, ça donne une autre dimension un petit peu différente au match high speed, et du coup ça reste tout aussi appréciable. Et comme tu le dis, ça laisse encore un petit peu plus de place aux catcheuses pour faire leur truc, et tu as moins cette présence de Natsuki qui peut avoir tendance un petit peu à voler la vedette parfois des catcheuses, tellement elle en fait beaucoup, et tellement elle est présente en fait, et à chaque fois c'est un petit peu son moment en quelque sorte dans chaque show. Exactement. Du coup, c'est bon pour toi pour le match high speed ? Ouais. Ok, du coup, on va passer maintenant au deuxième match du show. C'était un match par équipe avec Riko Kawahata et Yumiko Ota qui affrontaient Ayame Sasamura et Riko Kaiju. Le match a duré 9 minutes, victoire de Sasamura et de Riko Kaiju. Le match, personnellement, j'ai trouvé très très cool. Franchement, j'aime beaucoup les échanges entre Kaiju et Kawahata. J'aime beaucoup ce que seedling est en train de faire autour des deux. Tu vois, genre ça démarre dès le début, elles se mettent des claques et tout. Je trouve ça assez bien fait. Franchement, tu montres clairement une rivalité entre les deux. Yumiko Ota, par rapport à ce qu'elle peut faire récemment, je trouve qu'elle a quand même fait une bonne performance, où elle apporte bien hommage, je trouve, dans sa position de vétéran par rapport aux trois autres catcheuses. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup, comme à chaque fois, comment Sasamura et Kaiju travaillent ensemble, parce que franchement, je trouve que franchement, en tant qu'équipe, ça matche très très bien, Sasamura et Riko Kaiju. Et dans ce match-là, on a clairement pu le voir. Exactement. Pour revenir rapidement sur Yumiko Ota, je trouve, en fait, ce qui fait que ça marche aussi bien, c'est que tu as donc ces trois jeunes catcheuses qui vont amener du rythme, qui vont amener, on va dire, tout ce qui fait que le match, on va dire, j'arrive pas vraiment à trouver d'autres termes que rythme en fait pour parler de ça, qui vont. Et du coup, en face, en fait, tu as Ota qui sert un petit peu d'obstacle à surmonter, en quelque sorte, en tout cas pour Riko Kaiju et Ayame Sasamura. Et du coup, ça te donne une dynamique qui est vachement intéressante. Et à côté de ça, tu as Riko Kawahata de l'autre côté, qui elle aussi va apporter du dynamisme et toutes ces petites interactions avec Riko Kaiju, qui fait qu'on a cette petite tension entre les deux qui se construit. Donc c'est quelque chose de très intéressant aussi. Et comme tu l'as souligné, l'équipe Sasamura Kaiju, c'est vraiment super cool à suivre en termes de. Les deux matchent très très bien ensemble déjà en termes de personnalité. Juste tu vois les deux, c'est le genre d'équipe où tu te dis elles sont faites pour être ensemble. Et à côté de ça, tu as une dynamique assez intéressante, tout dans le sens où même si Ayame Sasamura est encore une jeune catcheuse, elle a mine de rien pas mal d'expérience, et du coup elle peut servir de mentor à Riko Kaiju, et tu as aussi dans ce sens-là une bonne dynamique qui se crée. En tant qu'équipe en elle-même, tu sens qu'il y a des automatismes qui arrivent, tu sens qu'elle commence vraiment à faire de bonnes choses ensemble. Et puis sur le résultat, c'est limite j'étais surpris par le résultat tellement je me serais pas vraiment attendu à la victoire
Rico et de Ayame. Mais en même temps, c'est la conclusion logique en quelque sorte, et ça permet un petit peu ça permet de continuer à les élever, pardon. Et du coup, que ce soit dans le match en lui-même ou dans le résultat, on est sur quelque chose de logique dans la continuité de ce qui se faisait sur les mois d'avant. C'est juste très bien. Et tu vois, quand on parlait de l'undercard un petit peu plus tôt pour dire qu'il était très bien, c'est typiquement ce match-là représente cette idée-là, et le fait qu'on ait un undercard solide qui accomplit des choses pour le futur, et ça c'est top. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Par rapport à la relation entre Sasamura et Riko Kaiju, je suis comme toi, je la vois un peu comme une relation de mentor-élève. Et Riko Kaiju, Riko Kawahata, personnellement, c'est une rivalité qui va m'intéresser dans le futur, et franchement, je trouve qu'ils sont en train de semer des graines qui sont assez intéressantes. Et pour ça, j'aimerais bien, personnellement, et je pense que ce sera un bon coup pour Seedling, de signer Riko Kawahata peut-être. Ce serait pas mal, parce qu'il faut voir au niveau du statut de la fédération T-Hearts, du coup, faut voir comment ça se passe. Enfin, dans tous les cas, s'il la signe ou pas, il est fort probable qu'on continue à la voir très régulièrement. Elle fait partie indéniablement de ces jeunes catcheuses qu'on va continuer à voir dans le futur, dans le futur autour de Seedling. Et ce sera intéressant aussi de voir une fois que Honoriana sera de retour aussi, parce que elle était pas présente sur les derniers shows. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle reviendra. Je sais pas non plus, mais je crois qu'elle avait juste eu le Covid à un moment. Là, je sais pas ce qu'il en est actuellement. Donc j'imagine j'ose espérer pour elle, en tout cas, qu'elle reviendra assez vite. Mais du coup, on va avoir une base intéressante là entre deux jeunes équipes dans les prochains mois à venir, entre l'ancienne équipe Citrus Wind de Honoriana et Riko Kawahata contre du coup les bébés de Las Fresa des Egoistas. Ça va être vraiment pas mal à suivre, ça aussi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, on peut passer au prochain match? Ouais. Ok, alors le prochain match, du coup, c'était Hanako Nakamori et Tsukasa Fujimoto contre Arisa Nakajima et Rina Yamashita. Le match a duré 16 minutes, victoire de Nakajima et Yamashita. Alors le match était très très bon, j'ai trouvé. Personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Franchement, je trouve que Nakajima et Fujimoto, déjà, elles marchent super bien ensemble, déjà, que ce soit en tant qu'adversaire ou en tant qu'équipe, donc quand elles sont dans Best Friends. Et ça, tu le vois d'ailleurs super bien, parce que dès le début du match, t'as pas mal de gros contres entre les deux. Tu sens vraiment qu'elles se connaissent bien, et c'est toujours le genre de choses que j'aime beaucoup dans les matchs et dans ce type d'affrontement. Yamashita et Nakamori sont aussi très très cool à voir. Évidemment, elles ont des très bons échanges, mais je trouve que le match est vraiment surtout construit autour de Nakajima et de Fujimoto, avec Nakajima qui prend donc la victoire pour son équipe, qui fait le tomber sur Nakamori. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que Nakajima, à un moment dans le match, refasse le gros headbutt sur la nuque de Nakamori qu'il avait fait pour battre Nanae dans son show anniversaire. J'ai trouvé que c'était une bonne référence, et dans son ensemble, le match est vraiment très très quali. Ouais, globalement, j'ai que très très peu de choses à rajouter, parce que tu as très bien décrit le match dans sa globalité. On a de très très bonnes interactions entre les deux best friends, évidemment. Cependant, le seul truc que je noterais en plus, ou que je modifierais par rapport à ce que tu as dit, c'est que pour moi, le match s'est peut-être un peu plus construit, justement, en tout cas notamment dans la fin du match, autour de Nakajima et de Nakamori. Et ça s'est un petit peu démontré par la suite, où elles ont continué un petit peu à se crêper le chignon post-match. Et du coup, les quelques moments où elles se mettent des coups de pied dans le dos, il y a cette violence qui est très caractéristique à la manière de catcher de Nakajima, et d'une certaine manière de Nakamori également, qui est vraiment ressorti. Et de toute façon, quand tu mets 4 catcheuses comme ça dans le ring, tu peux être sûr que tu vas avoir de la magie 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10. Ouais, voilà. Mais dans ce match-là, elles ont réussi à faire quelque chose qui, pour un match qui finalement n'avait pas d'enjeu, hein, concrètement, hormis éventuellement la possibilité de voir l'une des quatre, quiconque aurait gagné le match pour son équipe, éventuellement devenir la challenger pour le titre, pour le Beyond the Sea Singles, éventuellement plus tard. Du coup, dans ce sens-là, je vais pas mentir, de base, en arrivant au show, j'aurais préféré, je souhaitais en tout cas que ce soit Nakamori qui
qui gagne le match pour son équipe. Bon, ce n'est pas arrivé, et très clairement, vu que c'est Nakajima qui a gagné, je ne vais pas m'en plaindre. Oui. Ouais, pour revenir. mais pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt, ouais, j'ai vraiment apprécié les échanges entre Nakajima et Nakamori. Il y avait vraiment cette sensation de violence et d'intensité qu'on retrouve de toute façon très souvent chez Sidlik. Hein. C'est une des marques de fabrique de la promotion en termes de la manière globale de catcher, on va dire. Et le fait d'avoir un petit peu repris pas cette rivalité, mais on va dire cette relation entre les deux qui existe quand même, mine de rien, depuis au moins 2018, vu que les deux avaient participé au tournoi original pour... Oui, pour le titre. Ouais, et également, avant, chez JWP, également, t'avais des matchs entre les deux aussi. Non, ouais, aussi. Donc t'as une relation à long terme qui a été réexploitée, une sorte et puis ça collait bien avec le petit arc narratif autour de Nakajima actuellement, qui en a un petit peu rien à foutre de tout le monde et qui fait son truc dans son coin. Ouais, exact. Donc globalement, en plus d'être un très très bon match, et je pense aussi que c'est mon second match favori de ce show-là. On avait juste plein de petits trucs fun en plus, vraiment à apprécier selon on va dire le niveau de connaissance historique que t'as. Donc c'était vraiment super appréciable. Et, typiquement le match qui fait le pont entre l'undercard et les matchs de titre, une parfaite transition entre les deux. C'était très très bien fait dans ce sens-là également, je te rejoins. Et puis bon, quand t'as ces 4 catcheuses-là, c'est compliqué de faire un mauvais match, quoi, voilà. C'est ça. Ouais, du coup, c'est bon pour toi pour le match ? Ouais, on va pouvoir commencer à parler des matchs de titre. Ok, alors du coup, on va commencer avec le match de titre Beyond the Sea Tag Team. On avait du coup Asuka et Makoto qui défendaient les titres contre Hiroyo Matsumoto et Nanae Takahashi. Alors c'était du coup la deuxième défense de titre d'Asuka et Makoto après avoir défendu contre Yamashita et Yumiko Ota, hein, si je dis pas de bêtises. Du coup, le match a duré un peu plus de 23 minutes. Victoire de Matsumoto et Nanae qui sont donc devenues les nouvelles championnes. Alors personnellement, j'aime bien le match, je le trouve assez sympathique tout ça, mais je suis pas du tout rentré dans l'espèce d'épicness qu'ils ont voulu ajouter au match qui m'a un peu dérangé. Et c'est là, je pense, où on va avoir un avis assez différent par rapport au show, parce que finalement, ça marche très bien. Le match marche très bien dès le début du match. Tu vois, t'as des échanges entre Makoto et Nanae Takahashi que j'aime bien personnellement. Asuka va être plus intéressante sur la deuxième moitié du match, je trouve, où ça va être bien réparti dans ce sens-là. Et Asuka est assez captivante dans tous les cas dans le ring à chaque fois qu'elle est là. Moi, j'aime beaucoup. Mais finalement, j'ai l'impression que dans le match, ils essayent d'en faire beaucoup trop finalement, et ça m'a un peu saoulé. Dans la deuxième moitié du match, t'as quelques kick-out à 1 qui m'ont dérangé par exemple, et tout ça qui m'ont empêché d'être vraiment investi sur la fin. Et je trouve ça dommage parce que quand t'as ces 4 catcheuses-là, je suis persuadé que tu peux faire largement mieux que ça. Et finalement, je reste un peu sur ma fin par rapport au match, surtout pour un match qui donc amène un changement de titre. Globalement, alors oui, on a un point de désaccord dans le sens où, pour moi, le match, concrètement, le match était génial, et j'ai eu l'occasion par la suite de lire j'allais dire une review, oui, et c'est essentiellement une review du match qui a été partagée sur Twitter après, peu après, qui allait bien dans le sens qui allait bien globalement dans le sens de ce que moi j'avais compris du match, de ce que j'en avais tiré, et par rapport justement à tout cet aspect épique qui je peux tout à fait comprendre, qui peut déranger, parce que tu as certaines choses comme les kick-outs à 1, ou le fait que tu vas avoir certaines séquences où tu t'attendrais vraiment à ce que ça se termine, et finalement tu as quand même un kick-out. Finalement, ce sont des choses qui, que ce soit au sein de Seedling ou en dehors au Japon, ça va être des choses que tu vas retrouver qui sont finalement assez communes. Cette idée de surenchère un petit peu, je le formulerai comme ça. Maintenant, dans tous les cas, pour moi, le match était vraiment très très bon. Je te dirais que c'est celui-là mon match favori du show, très clairement. T'avais également mentionné l'échange entre Makoto et Nanae Takahashi. Globalement, j'ai trouvé que Makoto a été absolument génial dans ce match-là. J'ai beaucoup aimé
le focus qui a été mis sur elle, notamment au début, où justement elle était mise en avant au point où, pour la catcheuse qui serait entre guillemets un peu vue comme la plus faible des quatre, elle n'a absolument pas été, justement, elle a été montrée, et de toute façon, elle a les qualités pour, elle a le talent et les qualités pour justement s'élever à ce niveau-là, mais elle a été vraiment mise en avant comme étant égale aux trois autres, ce qui est quand même pas une mince affaire, et ça dénote de quelque chose. Mmh. Du coup, ça permettait vraiment, en plus de pas trop comment dire, de pas mettre trop d'attention sur Asuka, qui de toute façon n'en a pas besoin, parce que comme tu l'as dit, elle captive tellement l'attention, elle attire tellement la lumière sur elle, et en plus tu as déjà toutes les interactions entre elle et Nanae qui étaient notamment dans la deuxième partie du match, je dirais même de toute façon dans toutes les 23 minutes, ça a été un des points majeurs du match, leurs interactions. Donc le fait d'avoir vraiment mis Makoto en avant, d'en avoir profité pour avoir au moins 10 bonnes minutes où c'est Makoto qui est vraiment en avant du côté de la Sego, c'était top pour moi. Et pour parler un petit peu du résultat, autant j'étais donc surpris par le fait que Asuka et Makoto aient perdu les titres. En soi, j'ai été surpris une fois que le match a eu lieu, mais malgré tout, quand tu vois que justement l'équipe championne était une équipe relativement jeune et qu'elle affrontait cette équipe, donc Nanae Takahashi et Hiroyo Matsumoto, qui ont tellement d'expérience en tant que catcheuse par équipe, finalement, en prenant ce constat-là en compte, et le fait que les championnes aient vraiment été légitimées dans la défaite, je peux que très difficilement m'en plaindre, et au final on se retrouve avec pour moi ce qui a été un match absolument phénoménal, qui a accompli vraiment pas mal de choses, et même si on peut totalement être un petit peu dérangé par le fait qu'il y a eu, comme ce que je disais un peu plus tôt, cette surenchère dans les pics, qui est quelque chose dans d'autres compagnies qui moi aussi me dérange beaucoup, donc c'est quelque chose que je comprends totalement. Malgré tout, pour moi, ça reste un match qui est vraiment phénoménal, et qui a permis d'établir beaucoup de choses, et qui en même temps, je pense, montre à quel point le catch par équipe peut vraiment atteindre un niveau assez exceptionnel au final. Oui. Voilà, c'est Oui, ça, dans ce sens-là, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où oui, il y a des matchs par équipe, c'est absolument exceptionnel. Alors, bon, je comprends hein, pourquoi t'adores le match et tout, et par rapport aussi à la surenchère, bah finalement, moi, cette espèce de surenchère, finalement, moi, en général, elle va vraiment me déranger si j'en vois pas spécialement le besoin de la faire, parce que bah finalement, là aussi... je voulais revenir, c'est que bah finalement Asuka, Seedling l'a mis double championne à un moment donné, et que bah ces deux règnes, donc singles et tag, finalement ils ont pas amené grand chose, dans le sens où, enfin par exemple, quand elle perd les titres, donc que ce soit le singles ou tag, t'as pas vraiment construit quelque chose dans ce règne là, donc finalement moi ça me dérange un peu quand tu prends une catcheuse, tu la mets double championne, et que les deux règnes finalement amènent pas grand chose, tu vois. Ça je comprends totalement, parce que j'ai été surpris aussi au début, il y a quelques mois, quand justement on voit Asuka qui devient double championne, et là tu te dis ça y est, c'est parti, Nanae lui a mis la fusée sur le dos, et ça y est, c'est parti, ils vont la pluche pendant toute l'année jusqu'à ce que Yoshiko revienne, et ce sera le gros match vers lequel on va tranquillement s'amener. Visiblement, ça n'a pas été le cas. La décision a été de mettre Ryo Mizunami en avance, qui pour moi est vu comment le match entre Asuka et Ryo Mizunami avait eu lieu, comment est-ce que Mizunami elle-même gagne en popularité au niveau international, ce ne sont pas des choses qui me dérangent, et surtout, en plus, vu le jeune âge d'Asuka, et que tu peux être à peu près sûr que dans tous les cas, elle va rester mise en avant, et tu peux être sûr que ce sera pas son seul règne avec le titre singulier. Donc dans tous les cas, ça me dérange pas.
parce que j'ai confiance, disons, en Nanae et son booking pour que, en termes de perspectives futures, on se retrouve avec quelque chose de cohérent d'ici quelques mois et qu'on se retrouve d'ici l'année prochaine avec Asuka championne à nouveau et avec un vrai règne et vraiment quelque chose d'établi, comme tu le disais, avec un règne qui établit des choses. Là, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'au final, c'est pas quelque chose de grave, mais je comprends qu'on puisse en être un petit peu, que pas dégoûté, mais que ça laisse un petit goût bizarre, si tu veux. Ouais, ça se comprend. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, c'est bon pour toi par rapport au match de titre tag? Ok. Ouais, point. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au main event de ce show seedling. Alors, le main event, c'est du coup le match pour le titre singulier. C'était Ryo Mizunami contre Yu. Du coup, victoire logique de Ryo Mizunami qui conserve donc son titre. C'était sa deuxième défense de titre. Alors, le match, personnellement, c'est mon match préféré du show. Très clairement, c'est un très bon main event. Déjà, c'est un match de Yu. Alors bon, t'as des super échanges de chop avec Mizunami qui va vraiment pas se laisser faire dès le début. Enfin, t'as Yu qui l'amène dans le coin, tout ça. T'as des gros chops et un très bon work de powerhouse de la part de Yu comme d'habitude. Finalement, les deux catcheuses restent dans leur format habituel, donc moi ça me convient bien, même si je suis pas le plus grand fan de Mizunami, je trouve que ça marche plutôt bien. Et Yu, personnellement, j'adore, donc ce qu'elle fait dans ses matchs habituellement, je suis assez facilement investi. Et tu ressens clairement le fait que c'est une transition un peu de défense pour Mizunami, mais Yu, elle arrive clairement à la mettre en danger finalement, pas au point de se dire Mizunami va perdre, mais franchement, elle arrive très clairement à la mettre en danger, et j'ai bien aimé les différentes réactions de Ryo par rapport à ça. C'est au fil du match, tu arrives, et en plus, comme ce que je disais un peu plus tôt, avec ce qui a été fait en amont lors du show précédent, tu en arrives à un point où, vers la fin du match, autant tu sais, enfin, en tout cas, tu es convaincu que Mizunami va garder le titre, mais tu as quand même vu un match qui a fait progresser Yu en tant que menace crédible pour la championne à ce moment-là, et dans le futur pour quiconque sera championne quand elle aura un prochain challenge. Tu pourras te dire, ok, Yu est aujourd'hui, elle a été établie comme une catcheuse crédible pour ce genre de main event. Autant pour moi, il y a encore une petite marge de progression, dans le sens où je pense qu'elle n'est pas encore exactement au niveau, et autant c'est pas tellement dû à des choses comme que ce soit la psychologie ou dans l'exécution, mais plutôt dans le fait tout simplement que Yu en fait n'a pas encore, je pense, disons qu'elle a encore besoin d'avoir d'autres matchs de ce type pour vraiment bien rentrer dans le moule et être totalement bien immergé et bien à l'aise dans ce type de match. Et aussi le fait que, mine de rien, elle a été blessée longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est de retour, et elle a pas non plus eu beaucoup de gros matchs en simple qui demandent d'avoir un haut niveau d'intensité pendant une vingtaine de minutes. Et je pense qu'en fin de match, en tout cas, c'est quelque chose dont je sais que d'autres personnes ont remarqué. À la fin du match, Yu était peut-être un petit peu épuisé comparé à Ryo. Donc c'est aussi pour ça que je me dis qu'il lui faut encore quelques répétitions pour arriver à un point où elle peut avoir ce genre de match d'une vingtaine de minutes à haute intensité, et où au final, à la fin, tu sens pas qu'elle est complètement sur les rotules, parce qu'à côté tu as Mizunami qui n'est pas autant entamé. Ouais. Mais malgré ça, le match, comme tu l'as dit, et comme je l'ai dit aussi, il a très bien construit Yu comme une challengeuse crédible. Il a très bien construit Mizunami comme championne. Et on se retrouve avec un match qui établit de très bonnes choses, qui a globalement été très bon, de toute façon. Même si parmi les trois gros matchs du show, entre guillemets, c'est vraiment avec de gros guillemets, là encore, c'est entre guillemets celui je répète beaucoup guillemets, c'est celui que j'ai entre guillemets le moins apprécié, même si je l'ai beaucoup aimé aussi. Ça reste un match de très très bonne facture, et parmi les matchs Beyond the Sea Singles qu'on a eu cette année, même s'il est
peut-être dans le bas du panier, ça reste quand même un match de très très haute volée. Et vraiment, de toute façon, dans tous les cas, ça reste un match à voir, ne serait-ce que pour suivre la progression en fait que ce soit de Mizunami en tant que championne ou Yu dans sa progression globale et son retour en forme. Oui, oui, clairement. Et finalement, pour ma part, du coup, c'est personnellement le match que j'ai préféré du show. Et par rapport à ce qu'il accomplit également et par rapport à la manière dont il a été fait. Et non, très clairement, les deux catcheurs s'entendent très bien sur un ring. Et oui, que ça fait un peu défense de transition pour Mizunami finalement. Du coup, sa prochaine challenger, ce sera Arisa Nakajima, Ryo Mizunami, parce que Nakajima est venu la challenger à la fin du show. Le match aura lieu en décembre, donc, parce que Mizunami va aller faire un petit tour du côté de chez All Elite Wrestling, du côté de AEW Dark, tout ça. Hein. Et du coup, voilà, moi personnellement, Mizunami Nakajima, c'est un match qui m'a hype bien. J'avais été un poil déçu par rapport à leur match précédent, donc qui était également pour le titre Beyond the Sea. Et donc ouais, grosse hype par rapport à ça. Et finalement, j'aurais même préféré qu'il se fasse plus tôt, parce que bon, c'est pas. Disons que Mizunami chez All Elite, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de voir, quoi. Ça peut se comprendre. Mizunami chez AEW finalement, ça va dépendre de comment est-ce qu'il décide de l'utiliser. Est-ce qu'elle va rester cantonnée à Dark, à avoir des matchs qui n'auront pas forcément beaucoup d'intérêt, ou est-ce que les mecs vont se décider potentiellement à lui faire défendre le titre Beyond the Sea, même si ça se passe pas à Dynamite ou dans un gros show, je serais déjà très content de voir le titre être défendu contre plus ou moins n'importe qui en soi. Là, j'ai pas forcément de nom qui me viennent à l'esprit, mais juste dans l'idée de pouvoir continuer à renforcer un petit peu le règne de Rio, et ça peut déjà dans tous les cas, t'as la possibilité en fait de lui apporter de nouveaux challengers, t'as la possibilité de continuer à construire son règne, tout en évitant de répéter des matchs, que ce soit avec Nakajima ou avec d'autres pendant quelques mois. Donc personnellement, c'est quelque chose que je vois assez positivement. Maintenant, comme tu l'as souligné, ça peut très bien être quelque chose qui se passe assez mal, dans le sens où finalement tu vois sur les 4-5 prochains mois, en fait tu te retrouves avec Ryo Mizunami qui apparaît genre 5 fois à Dark, et en fait sur les 5 matchs, t'en as aucun où le titre est défendu, et c'est que des matchs qui sont entre guillemets sans grand intérêt. Et ce serait un petit peu dommage de pas profiter de cette opportunité là pour simplement la renforcer en tant que championne. Donc on peut espérer qu'il y ait une petite collaboration qui se fasse à ce niveau là, ce serait pas mal. Ouais, moi, de toute façon, tant qu'elle revient avec le titre, en soi, moi, voilà, ça va. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec... De toute façon, c'est assez prévisible, je pense. J'espère. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec Yuka. Enfin, je veux dire, elle avait eu que des matchs qui étaient pas spécialement importants, Yuka Sakazaki, quand elle était partie de TJP, pour au final louper la Tokyo Princess Cup. Donc finalement, j'ai toujours un peu peur par rapport à ça. Après, Mizunami, la dernière fois qu'elle était passée chez Elite, elle avait eu un match de pay-per-view, donc ça s'annonce a priori mieux parti quand même. Mais ouais, voilà, moi, tant qu'elle revient avec le titre, moi ça va. Et qu'on a notre Mizunami Nakajima. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à ça? Par rapport à Nakajima contre... Ouais, voilà, ou même par rapport à Mizunami contre l'Elite. Vu que j'ai déjà un petit peu parlé de Mizunami à All Elite, je vais rebondir sur le match de titre qui arrive. Donc comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, de base j'étais un peu surpris que ce soit Nakajima qui se présente comme étant la prochaine challengeuse. Maintenant, très clairement, voilà, comme j'ai pu le dire avant, c'est pas quelque chose dont je vais me plaindre. J'avais beaucoup aimé le premier match de titre entre les deux. Ce sont deux catcheuses qui ont un passif assez intéressant. On en avait, c'est quelque chose dont on avait un petit peu parlé sur le podcast Seedling, dont j'ai la chance d'être le co-hôte. On avait pu parler du match de 2016, si je dis pas de conneries, entre les deux, qui s'était soldé par un match nul, qui était allé à la limite de temps. Un très très bon match d'ailleurs, hein, très clairement un match que je recommande. Donc voilà, c'est le genre de match qui arrive. Voilà, tu as déjà un background qui est
qui est présent. Tu sais pertinemment que les deux catcheuses travaillent bien ensemble. Tu ne peux que être hypé, tu ne peux que être qu'avoir des attentes élevées par rapport à ce genre de match. Et mine de rien, je suis très intrigué par le résultat, parce que je me dis, d'un côté, pour Mizunami, battre Nakajima 2 fois en l'espace de 2 mois, ce serait quand même assez énorme. Et en même temps, je me dis, je serais vraiment pas surpris du tout si le titre venait à revenir dans les mains de Nakajima, parce que déjà, mine de rien, au bout de quelques mois, ça dépendra aussi éventuellement de ce qui sera fait avec Mizunami chez All Elite dans les prochains mois. Mais je me dis que selon comment ça se passe, tu peux en venir à te dire, selon comment les prochains mois se font. On a bien vu Mizunami être construite en tant que championne, et tu peux te dire que on peut remettre le titre sur Nakajima et partir sur d'autres programmes derrière. Je pense notamment à un nouveau programme avec Asuka, relancer un petit peu ce programme-là autour de la Spreza de Egoista. C'est du dernier match de titre qu'il y a eu entre les deux l'année dernière. Donc là, il y a quelque chose à faire. Et puis avec le retour de Yoshiko, mine de rien, qui on espère arrivera soit dans les prochains mois, soit en début d'année prochaine, ça dépendra. Donc tu as des possibilités aussi avec Nakajima de revenir très rapidement en fait sur des gros programmes, et directement en fait dès début 2022 d'avoir de très très gros matchs pour le titre singulier. Du coup, en fait, dans les deux cas, de toute façon, tu ne perds rien. Tu es gagnant dans les deux cas si tu es seedling, parce que tu n'as tout simplement pas de mauvais choix à faire. Mais tu as 2 routes, mine de rien, qui sont vraiment intéressantes à prendre. Et du coup, ça, au-delà même de la simple qualité du match, où je pense qu'on s'attend à peu près tous, pour ceux qui suivent seedling, à un match de grande qualité. Mais au-delà même de ça, ouais, dans la perspective future, on a vraiment un match qui peut amener à des scénarios intéressants dans les mois qui suivent après. Donc ouais, je suis très très hypé par ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce plan-là. Personnellement, je pense que ce serait peut-être mieux de faire quand même gagner Nakajima, parce que je vois mal avoir le spot de battre 2 fois Nakajima en quelques mois et de donner à Mizunami, qui est quand même, mine de rien, assez expérimenté. Tu vois, moi personnellement, je préférerais qu'on donne ce spot-là à quelqu'un d'autre, comme Asuka par exemple. Et finalement, Nakajima, franchement, championne, de toute façon, ça peut que marcher. Et puis après le règne d'Asuka, du coup, Mizunami, elle a déjà eu 2 défenses de titre. Je pense que c'est assez bien pour faire la transition pour Nakajima, parce que moi, ce que je voulais pas du tout, c'était qu'elle perde dès sa première défense contre Nakajima, parce que finalement, t'aurais eu du coup 2 règnes avec aucune défense réussie, ce que j'aurais trouvé un peu con niveau booking. Mais du coup, à ce niveau-là, je pense que faire gagner Nakajima, ce serait peut-être un peu mieux. Et oui, comme tu l'as dit, je pense que c'est pour derrière amener un Nakajima Yoshiko qui vraisemblablement challengera dès son retour d'ici 2022, je pense. Ouais, de toute façon, au final, tout dépendra du retour de Yoshiko, et quand elle reviendra. Et de toute façon, on sait pertinemment, une fois qu'elle reviendra, très rapidement, elle sera remise dans la course au titre. Du coup, c'est là aussi où je suis assez intrigué, et du coup je me demande, est-ce qu'on va repartir potentiellement sur un Nakajima Yoshiko, et potentiellement recréer un moment comme on avait eu en juillet 2020, quand Yoshiko avait battu Nakajima pour le titre l'année dernière, et gagné le titre Beyond the Sea pour la première fois dans un match donc un moment qui était vachement émouvant. Donc est-ce qu'on va plutôt partir sur quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on va plutôt, comme je le disais un peu plus tôt, partir sur un remake de la rivalité entre Nakajima et Asuka, et finalement se réorienter derrière sur le début d'un programme à long terme entre Asuka et Yoshiko, ce qui pour moi serait ce serait le plus logique, je pense, parce que je pense pas que Nakajima, à la suite d'une éventuelle victoire contre Mizunami, je pense pas qu'elle ait forcément besoin d'un règne qui soit long. Donc dans tous les cas,
je me dis, quitte à la faire perdre et potentiellement assez rapidement, j'accorderais cet honneur à Asuka pour histoire de lui donner encore une autre grosse victoire et de continuer à la construire de continuer à la construire, ouais, et pour ensuite amener un programme vers Yoshiko et permettre de l'établir comme la star qu'elle est déjà en quelque sorte devenue cette année, en devenant double championne et plus globalement en étant une des meilleures catcheuses de tout 2021. Donc, oui, voilà, exactement. Et non, oui, ce serait un assez bon plan pour le booking d'Asuka. Après, ouais, personnellement, Asuka, pour moi, quand elle prendra le titre, quand elle reprendra le titre Beyond the Sea, j'aimerais bien que ça se fasse contre Nakajima par rapport au Nakajima Asuka que t'as évoqué en 2020, tout ça, par rapport pour boucler la boucle finalement entre Nakajima et Asuka. Je pense que ce serait plus judicieux. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à ça? Ouais, c'est bon pour moi, j'ai rien d'autre à ajouter, donc je pense qu'on va pouvoir conclure, je pense. Ok, alors du coup, bah, par rapport à un bilan du coup du show, hein, le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé quand même quali. Franchement, bah, j'ai passé un moment devant le show très clairement. Tous les matchs sont bons. Enfin voilà, franchement, c'est le genre de show seedling que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, pour moi, il y a pas de match qui sort vraiment du lot spécialement, qui est vraiment incroyable ou quoi. Mais franchement, tous les matchs font très bien le taf. Et si j'ai un match à conseiller parmi le show, pour moi, c'est le Mizunami contre Yu, qui est à mon sens le meilleur match du show. Ouais, globalement, je te rejoins. Après, je suis peut-être un poil plus biaisé dans le sens où je suis très, 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 très fan de seedling. Et du coup, pour ainsi dire, en fait, à mes yeux, tous les shows sont des shows qui ne ratent rien. Quasiment tous les shows cette année n'ont absolument rien raté, et celui-là ne fait clairement pas exception. On est sur un show qui est solide de bout en bout, qui accomplit des choses à quasiment tous les étages. Du coup, ouais, c'est très satisfaisant. Tu passes un bon moment. Tu as droit à vraiment de bons combats en plus. Donc c'est pas forcément un show type show de l'année pour une promotion, pour une fédération comme Seedling, mais en même temps ça reste tellement solide, et ça, je pense que ça dénote en fait de la consistance de Seedling cette année, et on peut même aller plus loin simplement qu'à cette année, mais on va rester sur 2021 seulement. Pour moi, c'est un show qui est assez symptomatique, ouais, de leur consistance et du fait qu'ils aient vraiment un dossier pour être potentiellement meilleure promotion de l'année, si tu veux. En termes de consistance, et en plus avec les circonstances qu'il y a, hein, quand même, parce que mine de rien, tu perds quand même Yoshiko au bout de 3 mois, tu as Sari qui s'en va pour WWE assez rapidement aussi. Donc avec ce genre de circonstances, le fait d'avoir réussi à repivoter et à revenir sur des programmes avec une perspective future qui est cohérente par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer en début d'année. Finalement, les choses ont tourné un petit peu au vinaigre. Du coup, là, on se retrouve finalement avec une promotion qui est encore, mine de rien, vachement bien dans ses bottes par rapport à d'autres, et dont le futur, mine de rien, a l'air d'être vachement prometteur. Donc ouais, voilà, ce show est vraiment symptomatique de ça, de cette constance, cette consistance, comme je disais. Et du coup, ouais, c'est qualité top to bottom, comme diraient nos amis anglophones, et c'était très très satisfaisant, ouais. Ouais, c'est un chose satisfaisant. Après, j'irai pas aussi haut que toi dans le sens où je place Seedling, je place pas spécialement Seedling parmi les compagnies de l'année ou quoi. Ou pour moi, t'as des compagnies qui font un taf qui est absolument incroyable cette année. Je vais prendre l'exemple assez rapide d'All Japan Pro Wrestling, mais franchement, ouais, dans son ensemble, on a un très bon show. Et oui, et franchement, si vous adorez Seedling, franchement, c'est un show qui est vraiment très bon. Et même voilà, pour commencer Seedling, je pense que ça fait très bien le taf comme show. Et voilà, tous les shows sont, de toute façon, tous les shows sont clairement dans ce style, donc bah finalement voilà, c'est très bien fait et ça accomplit des choses, donc comme tu l'as dit. Du coup bah voilà, donc pour cette vidéo, si c'est bon pour toi par rapport au bilan du Cheval. Bah, c'est bon pour moi, écoute, je te laisse conclure. Ok, bah du coup bah merci à toi déjà Val pour ta participation. De rien, écoute, et puis merci beaucoup à toi pour m'avoir invité, hein, ça fait plaisir de pouvoir parler d'une de mes promotions favorites
Ouais. et de partager un petit peu mes impressions. Donc, ouais, merci beaucoup. Bah ça fait plaisir. Du coup, voilà donc pour cette review. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines fois, je vous dis à la prochaine.